Mais avant de commencer, d'abord, je salue toutes les personnes qui sont là, connectées. C'est pour moi un peu difficile, ça me rappelle les heures sombres du confinement où on enseignait non plus en vis-à-vis et en tête-à-tête, mais par écran interposé. Et vous savez, j'aurai l'occasion d'y revenir, que les écrans ne sont pas pour rien et sont même une des causes majeures, en dehors de celles qui se déroulent à l'intérieur de l'institution scolaire, sont une des causes majeures de ce que j'appelle la désinstruction. Mais avant de commencer, permettez-moi de dire quelques mots, d'abord parce qu'il s'est passé aujourd'hui quelque chose d'absolument stupéfiant. Nous pourrions, à l'heure présente, déplorer la mort d'un professeur en classe, agressé au couteau par un élève de sa classe. Je dis nous pourrions déplorer sa mort, car si sa mort était évitée, j'ai ces renseignements et je crois que je suis les seuls à les dévoiler, en tout cas à cette heure-ci, c'est parce qu'une jeune fille, une élève, s'est jetée sur la professeure en question pour lui prodiguer les gestes de premier secours et pour s'interposer parce que son agresseur avait vraiment l'intention de la tuer. Voilà. Donc j'ai évidemment, avec mon syndicat, pris tout de suite une position de soutien, de sympathie, mais également d'interpellation, même si je sais très bien que, surtout avec ce ministre, l'interpellation consiste à parler à une huître défraîchie, quoi, qui a les yeux ouverts, mais qui a les oreilles fermées. Néanmoins, après Samuel Paty, après tant d'autres agressions dont on ne parle pas, on va en parler quelques jours et puis on va oublier et attendre la prochaine. Mais ce qui s'est passé ce matin est extrêmement grave. Voilà, je voulais commencer par en dire deux mots. Alors, vous m'avez énuméré un certain nombre de sujets, j'ai pris quelques notes, mais on y reviendra et j'espère, Sophie, que vous me les remémorerez, hein, parce que au fur et à mesure. Et la première question que vous me posez concerne les deux exergues de ce livre. Je voudrais d'abord vous dire que je regrette a posteriori de l'avoir intitulé La désinstruction nationale. Parce que certains pourraient croire, à la seule évocation du titre, qu'il s'agit encore de se plaindre, qu'il s'agit encore de se lamenter sur l'état présent des choses, de regarder avec nostalgie un passé, un âge d'or révolu, hein, de l'école, et puis de ne rien proposer. D'ailleurs, on m'a très gentiment, parmi ceux qui ont le plus apprécié le livre, fait remarquer que j'aurais pu ajouter effectivement des propositions. En réalité, j'en formule une à la fin, parce qu'il ne faut pas oublier que l'école n'est rien en dehors du rapport entre des professeurs passionnés et très instruits et des élèves. Bien sûr, il y a d'autres personnes, il y a ce qu'on appelle la communauté éducative, les parents notamment, et d'autres encore, mais l'essentiel repose sur le rapport des élèves et des professeurs, et évidemment entre les deux, du savoir qui se transmet des uns aux autres. Et donc, moi, je considère que malgré toutes les mesures qu'on aurait à prendre, et je pourrais en parler parce que j'ai quelques idées très précises sur ce qu'il faut faire, l'essentiel, malgré tout, relève des professeurs qu'il faut mettre à l'abri de la pression de la société, qui n'a plus, semble-t-il, d'intérêt au savoir. Et donc, je dis, voilà, je formule une solution, ce qui est la suivante, recruter de bons professeurs, d'excellents maîtres, confiez-leur les élèves et foutez-leur la paix. Excusez-moi de parler comme ça, mais jusqu'à présent, l'école, elle fonctionnait très bien quand personne ne s'en mêlait. Et surtout, les plus ignorants. Donc, on m'a fait remarquer que
j'aurais pu ajouter un ou plusieurs chapitres avec des propositions concrètes. Et moi, je n'exclus pas de faire une nouvelle édition de ce livre et de modifier donc le titre. Je garderai la désinstruction nationale, évidemment, parce que c'est important de dire les choses. Mais je voudrais commencer par vous dire que ce livre, même si je l'ai parsemé d'anecdotes, je lui ai donné un style assez vivant, facile à lire. C'est un livre qui est aussi un livre de philosophie. C'est un livre qui traite parfois légèrement, mais de sujets extrêmement fondamentaux. On a l'occasion d'y revenir dans un instant, le rapport à la langue, la laïcité. D'ailleurs, je me suis autorisé quelques digressions philosophiques que j'ai présentées comme telles. Et je pourrais dire que ce livre n'est que le commentaire du poème de Victor Hugo qui se trouve intégralement reproduit au début. Alors, vous avez commencé par citer les quelques vers qui commencent l'Iliade, évidemment parce que moi, je ne suis pas dans la plainte, mais effectivement, j'éprouve une immense colère. Une immense colère que j'assume et à laquelle finalement je me permets parfois de donner une expression très virulente partout, y compris sur les réseaux sociaux, peut-être proportionnellement à l'immense résignation qui domine dans les établissements scolaires. Et c'est notamment ce qui m'a frappé en cette rentrée 2022. On a l'impression, enfin j'ai eu l'impression d'être au milieu de personnes qui n'avaient plus aucun enthousiasme, aucune passion et aucun espoir. Donc par rapport à ça, effectivement, la colère, il ne faut pas oublier que voilà, la colère est un mouvement, je dirais presque sain. C'est pas la même chose que la haine, la colère. Kant fait d'ailleurs cette distinction dans l'anthropologie, et c'est une distinction fondamentale. La colère est une émotion, tandis que la haine est une passion. Donc moi, là, je ne range pas la colère dans les passions tristes. La colère est ce qui m'a conduit à écrire ce livre. Et il faut que je vous raconte exactement le contexte, comme ça vous le comprendrez mieux. J'étais en fait en train de corriger le baccalauréat en l'été 2019, enfin début d'été 2019, et j'étais absolument consterné par les copies que je lisais. Alors, parfois, effectivement, quand je reproduis quelques lignes de ces copies, on se focalise sur la question de l'orthographe. Mais c'est beaucoup plus grave que cela. Ce sont les structures logiques de la pensée qui ne sont pas acquises, qui ne sont pas du tout maîtrisées, et qui rendent par conséquent impossible l'élaboration d'une pensée, et qui font que lorsqu'on lit une telle copie, ça demande un effort surhumain pour reconstituer en fait la pensée de l'élève qui n'arrive même pas à formuler. Et donc, bon, au bout d'un moment, j'en ai eu assez, parce que je pense que dans le même temps, si vous voulez, j'entendais le ministre et ses hauts fonctionnaires pérorer sur la réforme du baccalauréat qu'ils venaient de mettre sur les rails, et par laquelle ils ont achevé de liquider le baccalauréat, même si celui-ci ne valait évidemment plus grand-chose depuis un certain temps. Mais enfin, il restait quand même des points importants. Et si vous voulez, j'y reviendrai, parce qu'il est faux de dire, comme le prétend mon collègue Brigelli, qui a écrit aussi un livre bien connu, La fabrique du crétin, mais qui a un discours très différent du mien par rapport à ça. Il est faux de dire, comme lui, que le bac ne valait plus rien et par conséquent qu'il fallait le liquider. Non, pas du tout. J'aurai l'occasion, si vous voulez, d'y revenir en abordant la question du contrôle continu, mais le baccalauréat, c'était le juge de paix, et on a supprimé le juge de paix, on a aussi supprimé le thermomètre, et maintenant, moi, je me retrouve avec des élèves qui n'ont pas redoublé en terminale. C'est-à-dire, c'est la première fois de ma vie que j'ai des classes de terminale entières avec des élèves qui viennent de première. Ça veut dire que tous les élèves que j'avais l'an dernier ont eu le baccalauréat. Et effectivement, il y a eu 100% de réussite dans mon lycée. Or, je dois dire, je dois aux Français, je dois aux parents, je dois à mes collègues, et je dois aussi à mes propres élèves
de dire que c'est un mensonge. C'est un mensonge d'État. Mais tout le monde le sait. Et effectivement, ce qui domine, l'état d'esprit qui domine mes collègues est celui de la résignation. Personne ne se met en colère. Je pense qu'il y a eu des tentatives pour résister à cette évolution. Et elles ont échoué, sans doute parce qu'elles étaient mal engagées, pour aussi bien des raisons d'organisation que des raisons de fond, des raisons d'analyse, de diagnostic. Et donc, moi, j'ai voulu, par ce livre, dire vraiment les choses et poser un diagnostic. Parce que c'est vrai que si on ne se met pas en face de la réalité, on n'a absolument aucune chance de l'améliorer. Alors, naturellement, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai reproduit sur Twitter quelques lignes d'une copie, et ça a fait, comme on dit, le buzz. J'ai eu droit au Figaro, à ceci, à cela, à Pascal Praud qui m'a invité sur ce plateau, etc. Et lorsqu'il m'a écouté, à la fin de l'émission, il m'a dit « Vous devriez écrire un livre ». Bon, je n'y ai accordé aucune importance. Et puis, 3 semaines avant la rentrée de l'été 2019, je m'en souviens encore, le 20 août, je me suis lancé un défi. J'ai écrit sur Twitter « Il ne me reste plus que 3 semaines pour écrire un livre », parce qu'évidemment, je n'allais pas l'écrire pendant l'année scolaire. Et je tiens à le dire, cela. Je tiens à dire que je ne suis pas un écrivain. Je suis un professeur. Certains de mes collègues me l'ont reproché parce qu'eux, ils se prennent pour des écrivains. Moi, je n'ai pas cette prétention. Mon métier consiste à lire les meilleurs auteurs. Et quand on a la chance, comme moi, de pouvoir passer sa vie à relire 10 ou 20 fois de grands auteurs et y trouver toujours quelque chose d'utile, d'intéressant et de nouveau, on n'a pas la prétention, en tout cas moi je n'ai pas cette prétention, d'écrire à mon tour. Si donc je m'y suis mis, c'est parce que j'estime qu'il fallait alerter. Vous avez utilisé, Sophie, l'expression de lanceur d'alerte, je crois, au début de la présentation. C'est un peu ma situation, encore que je n'ai pas, pour l'instant en tout cas, demandé à bénéficier d'un tel statut. Mais peut-être qu'à l'issue de cette intervention, je n'ose pas dire conférence, je n'ai pas de texte préparé, et je n'aime pas la formule de la conférence non plus, mais à l'issue de ce dialogue avec vous, peut-être que j'aurais besoin de me faire octroyer le statut de lanceur d'alerte, parce que j'ai su qu'une collègue avait des ennuis vis-à-vis de sa hiérarchie après avoir reproduit, comme je l'ai fait moi-même, quelques lignes d'une copie. Bon, ce que je voudrais d'abord dire à ce sujet, c'est que j'ai fait très attention. D'abord, je n'ai pas reproduit l'écriture manuscrite, et puis j'explique, et non seulement j'explique, mais je vais même plus loin. Je pense qu'on a maintenant le devoir de publier un livre tout entier avec ses productions d'élèves. Parce que c'est ça la réalité. Si vous voulez, moi, depuis que je suis membre du Conseil supérieur de l'éducation, j'assiste à des débats de gens qui ne sont pas sur le terrain et qui me font penser à des personnes qui, pénétrant dans une maison dont les murs se fissurent de partout, discutent de la tapisserie qu'il faut refaire pour masquer ces fissures et ne voient même pas que tout est en train de s'effondrer. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses. Et effectivement, il y a un déni par rapport à ça. Il y a un déni. Et ce déni va très loin, puisque même quand je donne les preuves de la désinstruction, alors évidemment, je donne quelques lignes, quelques extraits, alors on m'accuse d'avoir choisi la pire des copies. Mais non. Ben non, et je peux prouver que je n'ai pas choisi les pires des copies. Ensuite, on me dit « Ah oui, mais ils sont dyslexiques, etc. » Quand bien même il le serait, ce qui est faux dans 70% des cas, ce qu'on appelle un dyslexique maintenant à l'éducation nationale, c'est le résultat de ce qu'on ne lui a pas appris et qu'on lui impute à cet élève comme une tare ou comme un handicap ou comme une maladie. Les vrais dyslexiques n'écrivent pas comme je viens de le voir sur une des présentations. Par exemple, là, vous avez l'entête d'une copie du baccalauréat. Ça, c'est pas un dyslexique qui écrit ça. Alors, évidemment,
j'ai aussi des collègues complètement dans le déni qui m'accusent de me moquer des élèves et de faire ma propre publicité sur leur dos. Enfin, j'ai lu tout et son contraire là-dessus. Mais moi, j'irai jusqu'au bout. Et en fait, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un procès. J'aimerais qu'on fasse un procès. Parce que ça sera pour moi l'occasion, justement, de dire la vérité. Donc voilà, l'origine de ce livre, c'est cette colère qui est rappelée par les premiers vers de l'Iliade. Et puis le poème de Victor Hugo, qui est magnifique, enfin, voilà, j'aimerais avoir le temps de le lire, il dit tout. Et surtout, il dit tout sur cette fausse opposition qui m'agace toujours entre l'instruction et l'éducation. Je sais bien pourquoi on les oppose, et je sais bien ce qu'on a en tête quand on les oppose, c'est que sous-entend qu'il faudrait que les élèves soient bien éduqués pour pouvoir bénéficier d'une instruction à l'école, et c'est parfaitement exact, bien entendu. Dès qu'on a des élèves qui sont bien élevés, tout va bien en réalité. Mais ce que je conteste dans cette opposition, c'est qu'on oublie que l'instruction est aussi en elle-même une forme d'éducation. Et c'est ce que Hugo rappelle quand il dit que sous chaque lettre, je vous cite, l'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Ce qui rend d'autant plus grave la question de la désinstruction. Parce que ce n'est pas simplement, évidemment, l'orthographe, ni même des compétences, y compris des compétences négociables sur le marché du travail, dont on prive ces jeunes gens. Mais c'est aussi d'une part de leur humanité. Et le propre de la véritable instruction, de l'authentique instruction, d'une instruction qui était jadis appelée justement l'éducation libérale. Et si vous en avez l'occasion, je vous invite à lire un texte magnifique à ce sujet qui a été écrit par le philosophe américain Léo Strauss et qui est intitulé, c'est une conférence de fin d'année dans une université américaine qui s'intitule « Qu'est-ce que l'éducation libérale ?» qui dit absolument tout d'une façon simple, avec la noble simplicité qui convient aux anciens. Ce qu'il faut bien comprendre à ce sujet, c'est que lorsqu'on fréquente les œuvres, ce n'est pas simplement sa tête qu'on élève, mais c'est aussi son cœur, c'est aussi sa sensibilité. C'est ça le véritable produit de la culture. Et je sais bien qu'on m'opposera parfois l'exemple de nazis très cultivés, mais non, ils ne sont pas cultivés, justement, ils ne sont que instruits, ils ne sont pas cultivés. Donc voilà, et je voulais le dire tout de suite pour éviter voilà, de prêter, enfin de donner lieu parfois à des questions inutiles sur cette opposition. Vous savez, d'une façon générale, les mots ne sont pas des concepts. C'est par l'usage qu'on fait des mots qu'on élabore des concepts. Donc, il ne suffit pas de brandir des mots, d'agiter des mots, que ce soit celui d'instruction, celui d'éducation, ou même plus proche de nous, le mot laïcité, pour avoir le concept. Et moi, j'attends qu'on me définisse les termes avant de savoir si je suis d'accord avec telle ou telle assertion. Donc, voici à peu près l'origine du livre. En fait, le livre est un commentaire du poème de Victor Hugo. Et je passe en revue, à partir de cette copie de baccalauréat, un certain nombre de réalités qui sont passées sous silence, justement, dans l'ensemble des discours officiels, puisque le mot instruction est devenu le grand absent de ces discours officiels. Il a été remplacé par un mot qui ne veut rien dire, qui est le mot réussite. Et quand je dis qu'il a été remplacé, c'est sans aucun jeu de mots évidemment, mais pour moi c'est ça le vrai remplacement. Et il a été aussi remplacé dans la loi, notamment la loi de 1989 d'un ministre qui s'appelait Lionel Jospin et qui a déclenché un processus
qui n'est pas encore terminé, mais qui aboutit à la liquidation totale de l'école comme institution ayant des objectifs clairs et aussi donnant à chacun des repères et surtout une place. En effet, le premier article de la loi de Jospin a été de dire que l'école devait garantir la réussite de tous. C'est aberrant d'avoir pu non seulement l'écrire, mais que des gens qui prétendent être le législateur aient pu consentir à faire d'une telle absurdité une loi. C'est un peu comme si une loi disait que 2 et 2 font 5. Bon, bah écoutez, même si 2 et 2 font 5 est écrit dans la loi, je suis désolé, mais 2 et 2 ne font pas 5. Et la réussite ne peut pas être un objectif et ne peut encore moins être un objectif qui est garanti. En fait, le devoir de l'école, parce qu'elle a un devoir, c'est d'instruire. Cette notion est devenue un marqueur non seulement dans le discours officiel, mais dans le discours dominant sur l'école. Elle est devenue un marqueur de ce qu'on appelle la droite, voire l'extrême droite. Le simple fait de prononcer le mot instruction vaut d'emblée d'être qualifié de réactionnaire. Et j'imagine bien qu'en ayant écrit un livre dont le titre est La désinstruction nationale, je suis passé d'emblée, alors qu'ils n'ont même pas pris la peine de le lire, aux yeux de certains, pour un réactionnaire de cet ordre-là. Mais bon, je m'en fiche. Je crois qu'on n'en est plus là maintenant. Et j'y consacre un chapitre, un des derniers chapitres du livre, intitulé La seule blanche de l'école. Les gens qui se soustraient à la véritable discussion, et j'appelle véritable discussion, une discussion qui porte sur les choses elles-mêmes, sur la réalité, pour leur préférer des querelles qu'ils qualifient de politiques, sont une partie du problème. Ces gens-là sont ceux qui font que l'omerta règne dans l'éducation nationale sur ce qu'elle fait. Et la première chose qu'il faut dire, qu'il faut assumer, c'est que elle ment. Voilà, l'éducation nationale ment. Elle vous ment, elle ment aux Français. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mensonge d'État. On donne sciemment le baccalauréat, pour ne donner que l'exemple du baccalauréat, à des élèves dont on sait très bien qu'ils n'ont pas du tout le niveau ni les capacités pour bénéficier d'un enseignement supérieur, alors que le baccalauréat, c'est le premier grade de l'enseignement supérieur. Voilà. Qu'y a-t-il de pire que de mentir à des enfants? Je ne sais pas, en réalité. C'est pour ça que je parle de colère. Pour moi, le devoir d'adulte, c'est d'abord d'être justement des adultes. Et être des adultes, c'est contradictoire avec le fait de tromper les enfants, de chercher à se faire aimer des enfants en leur mentant. Donc voilà l'origine de ce livre, et j'espère avoir répondu à une première question qui était pourquoi la colère, pourquoi même si je l'ai dit sans être en colère, hein, parce que ce soir je suis un peu moins en colère, je suis un peu triste. Ce que je voudrais commencer par dire, peut-être en sautant d'abord sur ce chapitre qui est le chapitre 2 sur le langage et la différence entre un code et une langue et la façon dont il faut apprendre la langue, parce que de tout ce que je dis et qui a des fondements philosophiques découlent des conséquences très pratiques sur le plan de l'enseignement. Avant de le dire, je voudrais commencer par faire une remarque qui, de mon point de vue, est une remarque de simple bon sens. Même si beaucoup de choses ont changé, même si nous avons des nouvelles technologies, même si nous avons de nouveaux besoins et que nous avons aussi besoin de développer de nouvelles compétences, il y a quand même une chose qui n'a pas changé depuis des millénaires, c'est que nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire nous sommes un corps et un esprit, et que les besoins
du corps et les besoins de l'esprit, eh bien, ils sont liés à la structure et à la nature de ces objets-là. Sans développer davantage sur les rapports entre le corps et l'esprit, je tiens quand même à insister là-dessus, parce que finalement, l'école a été victime du succès des sciences humaines qui ont relégué l'idée qu'il y avait une nature des choses, et en particulier une nature de l'esprit humain, qui l'ont relégué à un simple préjugé, un préjugé occidental, un préjugé d'une certaine époque, si bien que maintenant, on n'a plus de rapport entre ce que l'on fait et ce pourquoi on le fait. C'est-à-dire, pour le dire autrement, le premier sens du mot culture, la culture, vous savez, c'est l'agriculture. Léo-Strauss définit la culture comme le soin et l'amélioration du sol en fonction de la nature du sol. Et en un sens figuré, il dit que la culture de l'esprit, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est le fait de prendre soin et d'améliorer l'esprit en fonction de la nature de l'esprit. Or, nous avons, pendant des années, eu à la manœuvre, si j'ose dire, dans l'éducation nationale, à tous les niveaux, et surtout au niveau de la confection des programmes, nous avons eu des gens qui ne croyaient plus à cela, et qui, de ce fait, ont complètement négligé l'esprit, l'ont même oublié. Et ça a continué très récemment avec un ministre qui prétendait prendre le contre-pied de ces gens-là, puisque ces gens-là, vous avez reconnu que je parlais de ceux qu'on qualifie parfois de pédagogistes en les désignant, qui ne sont nourris qu'à des vulgates des sciences humaines, de psychologie, de sociologie, etc., en négligeant complètement ce que des siècles et des siècles ont contribué à faire. Parce que l'école, c'est pas la création, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça d'un coup, et même si ça a été détruit d'un coup, il a fallu des siècles pour élaborer cette institution et pour concevoir non seulement des savoirs académiques, mais des exercices et une façon de prendre soin de l'esprit des jeunes gens dont on voit tout de suite les résultats quand elle est fondée sur la nature des choses. Et là, moi, je suis en face d'élèves qui ont passé 15 ans sur les bancs de l'école, 15 années sur les bancs de l'école, et qui arrivent au bout de 15 ans comme s'ils n'y avaient jamais été. Et même dans un état pire que ceux, finalement, qui n'y ont pas été. Donc, je crois que là, on tient une des causes, enfin, on identifie une des causes profondes de ce dont on pourra ensuite développer les conséquences. C'est-à-dire une ignorance de la nature de l'esprit et de ce qui lui convient, de ses besoins. Du coup, le rapport avec le langage est évident, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que j'emploie le mot esprit. La première faculté de l'esprit, c'est de penser. C'est de penser, et une pensée, elle est soit confuse et obscure, ou embryonnaire, soit claire et distincte, et elle s'éclaircit, elle se distingue au fur et à mesure de l'acquisition de la langue. L'acquisition de la langue, c'est quand même plus clair quand on dit les choses comme ça que de parler des fondamentaux. Moi, je ne supporte plus cette expression, les fondamentaux. D'abord, c'est mal dit. Et il faut dire les choses, il faut nommer les choses vraiment. La langue est l'instrument de la pensée.
La langue est même plus que l'instrument de la pensée, elle est l'élément de la pensée. Et je vois bien que mes élèves sont vis-à-vis de la langue dans le même état que des enfants qui seraient dénutris, c'est-à-dire à qui on n'aurait pas donné les éléments qui leur permettent de se développer. Donc, les mots, certains ils découvrent certains mots à un âge où ils auraient dû les maîtriser depuis longtemps, mais surtout, ce ne sont que des mots, c'est-à-dire ils n'entendent pas la langue. Ils sont effectivement... alors, on me reproche parfois de parler de quasi-illettrisme pour décrire l'état dans lequel l'école met les jeunes gens, mais j'assume complètement avec évidemment cette modulation introduite par le quasi, mais j'assume complètement le mot. C'est un état de quasi-illettrisme. Lorsque vous avez un vocabulaire extrêmement réduit, lorsque vous ne faites pas la différence entre le donc et le parce que, lorsque vous maniez les éléments qui structurent une pensée, un peu comme si vous remplissiez la grille d'un loto, c'est-à-dire vraiment complètement au hasard. Et c'est ce qui ressort des copies que j'ai reproduites. Vous voyez bien qu'il y a un problème qui est beaucoup plus grave que simplement l'absence de maîtrise de l'orthographe. Et vous avouerez que moi-même, voilà, il m'arrive de faire des fautes. Ce n'est pas une simple question d'orthographe, c'est beaucoup plus... en fait, c'est beaucoup plus grave que cela. Alors, bon, c'est peut-être pas ce qu'on voit tout à fait dans l'extrait qui est en train d'être projeté, mais dans celui, en revanche, que je cite, c'est clair. Et puis, voilà, dans tout ce que je lis, c'est clair. L'élève qui écrit comme ça ne sait même pas ce qu'il pense. Mais s'il ne sait pas ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il connaît de lui? Qu'est-ce qu'il connaît du monde? Qu'est-ce qu'il connaît de lui-même? La différence entre une émotion, comme la colère par exemple, que l'on éprouve, et le sentiment, c'est que le sentiment, c'est la forme humaine de l'émotion qui suppose effectivement d'être repris par le langage. Sinon, effectivement, nous pourrions nous contenter d'aboyer. Et c'est parfois l'impression que me donne au cours des choses actuelles. Il n'est pas nécessaire, comme l'a suggéré le ministre Blanquer, en créant un conseil scientifique de l'éducation nationale, en nommant à sa tête positiviste, féru de neurobiologie, il n'est pas du tout nécessaire de savoir comment le cerveau fonctionne pour savoir ce qui nourrit l'esprit. Ou alors, il aurait fallu se demander, mais comment l'école a-t-elle pu produire un Descartes, ou comment l'école a-t-elle pu produire un Michelet, ou comment l'école a-t-elle pu produire même un Pompidou, enfin, qui était quand même d'un autre niveau que ceux qu'on a maintenant. Donc, et on n'avait pas besoin de la connaissance du cerveau pour savoir qu'il y a un ordre respecté dans la transmission des connaissances, et qu'on ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas parler de tout et parler de tout d'une façon superficielle sans jamais instruire vraiment. Parce qu'effectivement, l'instruction n'a rien à voir avec l'information. Un ancien inspecteur général de philosophie, Jacques Muluioni, que je cite dans le livre, qui est un des seuls personnages dans cette haute fonction publique de l'éducation dont je peux dire que je le respectais, avait écrit un petit texte là-dessus où il résumait les choses d'une façon très simple. Il disait que savoir n'est pas la même chose que savoir que. Voilà. On peut apprendre des choses simplement parce qu'on les a entendues, mais ce n'est pas pour autant qu'on les sait. Or, l'école doit effectivement s'intéresser à l'esprit, c'est-à-dire à la constitution d'un authentique savoir, ce qui n'implique pas de savoir beaucoup de choses. Et certainement pas de savoir des choses
qui sont les dernières à être connues, parce qu'en réalité, pour bien les savoir, il faut savoir, d'abord, il faut savoir les ignorer, c'est-à-dire il faut se mettre dans la même situation que ceux qui les ignoraient et qui les ont trouvés, si on veut vraiment les savoir. Et puis, ce n'est pas du tout ainsi que l'on forme un esprit. On peut informer. Beaucoup de gens pensent maintenant que l'école n'est presque plus utile pour transmettre le savoir parce qu'il est à disposition de tous par l'intermédiaire d'Internet. Non, ce qui est à disposition de tous, ce ne sont pas des connaissances, ce sont simplement des informations. Et la connaissance, ça suppose la formation d'un esprit scientifique notamment. Et l'esprit scientifique, c'est l'esprit tout court en réalité, c'est-à-dire c'est l'esprit cartésien, c'est l'esprit méthodique. Et cet esprit se forme par l'intermédiaire du langage, puisque sans les mots, notre pensée n'est qu'un magma informe, un vague ressenti, et n'a rien du tout, enfin ne mérite pas d'être appelé ainsi. Donc voilà pourquoi, contrairement à... certaines personnes ont cru que, parce que je suis professeur de philosophie, que j'avais une formation littéraire, je négligeais la question des sciences dans la désinstruction et je me focalisais sur la question du langage. Mais en réalité, comme la langue est l'élément de la pensée, la maîtrise de la langue est essentielle même pour faire des mathématiques. Sinon, ce ne sont plus des mathématiques, c'est une mécanique, c'est quelque chose qu'on fait par mimétisme. Et si on veut comprendre même les relations mathématiques, il faut les traduire dans la langue naturelle. Alors, je ne vais évidemment pas résumer, parce que si je commence comme ça va durer 4 heures et pas 2 heures, la discussion. Je ne vais évidemment pas résumer le chapitre que je consacre à la question de la langue, mais j'aimerais dire quelle est la conclusion. La conclusion de ce chapitre. Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois dit dans le poème de Victor Hugo, au petit enfant, donnez le petit livre. Et le petit livre, ce n'est pas n'importe quel livre. C'est le petit livre qui lui permet vraiment d'apprendre à se connaître lui-même, c'est-à-dire qu'il lui donne les trésors de la langue, puisque les mots contiennent l'expérience humaine en résumé. Donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est bien que tout se passe comme si on avait perdu la capacité d'apprendre la langue aux générations nouvelles. Ce chapitre sur la langue est suivi d'un autre dont je dis s'il fallait retenir un seul chapitre de ce livre, ce serait celui-ci. Et c'est un chapitre qui est consacré aux langues anciennes. Et c'est la conséquence de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de lire les œuvres que cette langue a rendues possibles et qui, réciproquement, ont enrichi cette langue. C'est-à-dire ont donné ces œuvres, ont donné aux mots de cette langue de plus riches significations. Et à cet égard, l'état actuel de l'école est parfaitement résumé par la situation de l'enseignement des langues anciennes, du latin et du grec, qui sont des langues qui sont délaissées depuis très longtemps, sous prétexte qu'elles ne servent pas, sous prétexte qu'on ne les parle pas. Alors que ce sont des langues dont la seule manière de les étudier consiste à lire les œuvres qu'elles ont rendues possibles, et pas n'importe lesquelles en plus, les œuvres qui ont été conservées, et on ne conserve évidemment que le meilleur, le pire on l'oublie. Donc moi je suis absolument concerné par l'état de l'enseignement de ces langues, et je le suis d'autant plus que, en tant que professeur, vous voyez, moi je suis en face d'élèves, il n'y a pas une heure d'un cours de philosophie où je ne parle pas grec, 4 ou 5 fois, parfois plus dans le cours. Quand je dis parler grec, c'est-à-dire écrire le mot grec qui est à l'origine du mot dont on se sert à ce moment-là pour faire comprendre un certain nombre de choses du monde. Et je vois les yeux de mes élèves tout grands ouverts. Et
et ça m'attriste énormément parce que ils sont en terminale et ils réalisent que ils sont passés complètement à côté de quelque chose qu'ils auraient pu apprendre depuis très longtemps. À cet égard, d'ailleurs, j'aimerais, je ne suis pas du tout ni de gauche ni de droite, évidemment, mais j'aimerais quand même saluer l'initiative du maire de Cannes, qui s'appelle David Lisnard, et qui a, dans les écoles de sa ville, et je crois dès les premières classes, proposé, et même, je crois même qu'il n'a pas proposé, je crois qu'il a. C'est un enseignement qui est dispensé à tout le monde sans être une option, un enseignement d'initiation au latin et au grec dès les petites classes. C'est ça qu'on devrait faire partout. Et ce n'est pas la peine de faire des colloques sur l'école du futur, de parler de projets qui sont simplement des âneries auxquelles on donne des aspects aguichants parce qu'on utilise un vocabulaire que personne ne comprend et qui recouvre du vide. Ce n'est pas la peine de faire tout ça. Je veux dire, les remèdes sont très simples hein, pour retrouver une école qui instruit. Il ne s'agit pas évidemment de refaire exactement la même chose que ce qui était fait par exemple dans les années 50 ou 60, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé, certes, mais la base, elle est quand même là. Et on a perdu la base. Donc comme on a perdu la base, et tant qu'on ne reconstruira pas la base, tout ce qu'on fera, ça ne servira à rien. Voilà sur la question du langage, évidemment, excusez-moi, hein, je suis très rapide, je ne sais pas si je suis même pas sûr d'être intelligible tellement je vais vite, mais s'il faut, voilà, s'il faut que je revienne sur des points, Sophie, je compte sur vous pour me... tout d'abord, je le disais en citant l'exemple du maire de Cannes, quelle idée se fait-on du savoir si on demande à ceux qui sont censés l'acquérir de choisir ce qu'ils doivent apprendre? Ce n'est pas une marchandise, un savoir, ce n'est pas une connaissance. Enfin, pardon, ce n'est pas une option. Et donc, à un moment donné, il faut que l'institution soit capable, elle le fait bien pour ce qu'on appelle encore les fondamentaux, mais moi, je vois venir le jour où les fondamentaux deviendront aussi des options, hein, et où on passera son temps à débattre du sexe des anges dans les classes en faisant de la philosophie dès la maternelle, au lieu d'apprendre les relations logiques et d'apprendre La Fontaine. Alors que voilà, je disais qu'il y a un ordre des choses. Donc déjà, premier point, on ne doit pas se faire du savoir une vision qui reviendrait à un moment donné à considérer que c'est à l'élève de choisir ce qu'il doit apprendre. Ça demande du courage. Ça demande du courage parce que si on demande à... Alain avait eu cette expérience, il avait essayé de faire une université populaire à l'époque, bien avant Onfray. Je parle de Alain, le philosophe, hein, sérieux. Et il avait échoué, il avait dit mais le peuple ne veut pas être instruit. Et c'est vrai que si on demande à la personne qu'on veut instruire ce qu'elle veut apprendre, déjà on est dans un très mauvais rapport avec elle. Donc ça c'est le premier. Deuxième point, moi effectivement je ne serais même pas ce que je suis maintenant si je n'avais pas eu la chance d'étudier le latin et le grec dès le collège. Or, et c'est mes meilleurs souvenirs du collège, c'était des cours de grec qui étaient donnés par un professeur, une femme naine, adorable, avec laquelle on mangeait vite fait un sandwich avant d'aller faire du grec sur l'heure de la pause méridienne. Aujourd'hui, on aurait tout un tas de scandales autour de la nécessité, soi-disant, des 1h30 de pause méridienne, mais nous, ça nous convenait parfaitement. Et voilà, j'ai bénéficié de quelque chose et je suis effaré de constater que ce dont j'ai bénéficié,
mes enfants ne peuvent plus en bénéficier, mes petits-enfants encore moins. Quelle est donc cette société dans laquelle nous ne sommes même pas capables d'assurer aux générations qui suivent au moins autant que ce qu'on a reçu, alors qu'en réalité, on devrait leur donner plus. C'est absolument scandaleux. C'est franchement pire qu'un mensonge. Pour moi, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Alors, vous parliez des ouvrages. Moi, j'aimerais, je ne sais pas si j'aurais peut-être dû vous donner ça à faire passer d'abord. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'ai dans les mains. C'est un manuel des éditions Belin des années 60 qui s'appelle Apprendre à écrire pour la classe de seconde. Dans ce manuel, il y a des textes, il y a des exercices, tout est présenté d'une façon ordonnée. Eh bien, je peux vous dire que à l'agrégation de philosophie, on n'est même plus capable de faire les distinctions qui sont présentes dans ce manuel pour les classes de seconde. C'est-à-dire que là, on est vraiment des arriérés. On est des arriérés. Enfin, je veux dire, je l'invente pas. C'est pas pour voilà, c'est pas pour me plaindre, c'est pas par nostalgie. Il suffit de regarder les choses. Donc, je vous invite à consulter tout simplement de tels objets et puis de les comparer avec ce qu'on fait maintenant, y compris avec ce qu'on donne maintenant comme sujet, y compris à l'agrégation, par exemple, de philosophie. C'est effrayant. C'est parfaitement effrayant. Pourquoi ça ne choque pas? C'est ça le problème. Pourquoi ça ne choque pas? Pourquoi est-ce possible? Qu'est-ce qui fait que quelque chose d'absolument incontestable, à savoir l'effondrement total du niveau et la prolifération du rien, du vide, continue malgré le fait que tout le monde en a vaguement conscience, y compris les employeurs qui ne trouvent même plus maintenant le minimum de capacité qu'ils attendent de la part des élèves qui sont censés les avoir. Comment est-ce possible? Moi, je me pose sérieusement la question parce que je me dis que si on veut se relever de cela, il faut bien tout comprendre, y compris essayer de comprendre l'impuissance, ou en tout cas l'impuissance apparente de ceux qui sont éveillés par rapport à cela. Et vous savez, moi, je vous ai cité mes élèves tout à l'heure, quand ils écarquillent les yeux devant tout ce qu'ils auraient pu savoir et qu'ils n'ont pas appris à l'école. C'est pareil pour tout le monde, quoi. Je veux dire, à chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque fois que je parle, y compris sauf les plus butés, hein, évidemment, mais chaque fois que je parle à des gens de cette situation, ils éprouvent le même sentiment de colère que celui que j'éprouve. Très intéressant parce que je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout, mais j'ai peut-être tort. Sauf que quand bien même j'aurais tort, c'est-à-dire quand bien même il y aurait une volonté, euh, ça n'importerait rien de le savoir. Parce que les causes sur lesquelles il faut agir sont des causes efficientes et non pas des causes finales. Or, il y a un peu de finalisme, de préjugé finaliste dans l'explication de ce qui se passe par une volonté. Moi, je crois que c'est pire en réalité. Il y a eu une accumulation de petites choses qui ont produit une situation que personne ne voulait,
mais que personne maintenant n'ose changer. N'ose changer. Ceci m'a frappé. Alors je vais vous donner une anecdote pour essayer d'illustrer très concrètement ce que je veux dire. Ça m'a frappé lors de la dernière séance du Conseil supérieur de l'éducation à laquelle j'ai assisté. C'était en juin, le 28 ou 29 juin, en présence du ministre. Et nous avons eu plusieurs déclarations préalables prononcées par les représentants de différentes organisations, pas seulement des syndicats, aussi des associations de parents d'élèves, des représentants d'étudiants, de lycéens, etc. Et j'aurais dû les enregistrer, mais en réalité, ces déclarations sont publiques, donc, puisque les comptes rendus des débats au Conseil supérieur d'éducation sont publics une fois qu'ils ont eu lieu. Et donc, il faudrait peut-être se pencher dessus. Mais moi, quand je les ai écoutés, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils se mettent à parler tous d'écologie? On est au Conseil supérieur de l'éducation. Et ils se sont tous engouffrés sur le sujet dont on parlait dans les médias. Et je voyais en face de moi les personnes de l'administration et le ministre lui-même les écouter poliment et en étant consternés par les demandes qu'ils entendaient. Et je me disais que ces gens-là avaient tout à fait conscience qu'ils avaient ouvert une boîte de Pandore il y a longtemps. Et que maintenant, les choses les plus délirantes devenaient possibles. Parce que, tout de même, comment on en est arrivé à une situation où un ministre, comme ça a été le cas hier, dit qu'il faut rétribuer davantage les enseignants pour s'occuper de l'orientation des élèves. Alors que c'est pas leur mission, et que leur mission, ils ne l'effectuent plus, celle d'instruire. C'est-à-dire que, à force de laisser faire, on est arrivé finalement à une situation où, moi je crois qu'il n'y a pas de volonté à l'œuvre, il y a simplement une grande lâcheté, une grande impuissance. Et comme les ministres passent et ne subissent pas évidemment ni eux-mêmes, ni leur descendance, les conséquences des décisions qu'ils ont prises, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et je pense qu'on n'a pas fini de toucher le fond parce que c'est sans fin, hein, du médiocre au pire, il n'y a point de degré. Mais je ne vois pas ce que le fait de se dire qu'il y a une volonté derrière apporterait au niveau de l'action. En fait, au niveau de l'action, ce qu'il faut, c'est conforter tout ce qui est encore vivant dans cette institution. Et je crois que si on se focalise là-dessus, c'est déjà obtenir un résultat réel. Obtenir un résultat réel. Bon. Un professeur qui enseigne encore quelque chose à ses élèves fait beaucoup plus qu'un discours qui s'en prendrait à la politique générale d'un gouvernement sur l'école. D'abord parce qu'il fait quelque chose de concret, mais parce qu'il fait la seule chose qu'on puisse faire en réalité. Et c'est vrai que moi, j'ai longtemps hésité à me lancer dans le syndicalisme parce que je me disais que c'était en contradiction avec ce que je pensais profondément, à savoir que la seule façon de sauver l'école, de préserver l'école, eh bien, c'est de faire son métier. C'est de faire son métier. C'est de faire le job. Heureusement qu'il y a des collègues qui le font. Et puis ensuite, la deuxième réflexion que je me suis faite, c'est qu'il est bon pour ces collègues qui font encore leur métier de savoir qu'il y en a d'autres qui le font aussi. Parce que ça, justement, ça nous empêche de sombrer dans le pessimisme et dans la tristesse, et ça nous donne un peu d'espoir. Donc, à partir de là, effectivement, j'ai considéré que l'action, non pas politique, mais l'action, oui, en un sens, elle est politique, parce que moi, j'appelle politique tout ce qui est en dehors de ma salle de classe. Vous savez, moi, je considère que
l'essentiel de ma vie, y compris de ma vie intellectuelle, il se fait avec mes élèves et personne n'a à y mettre le nez. Même un inspecteur n'est pas autorisé à me dire ce que je dois faire. Socrate est autorisé à me dire ce que je dois faire, puisque je suis professeur de philosophie. Mais tout ce qui est en dehors de la salle de classe, pour moi, ça relève de la politique. Et donc, à un moment donné, j'ai envisagé la possibilité d'une action politique, mais je désigne par là une action dans la cité, un peu comme le fait pour un philosophe d'écrire, c'est un acte politique, parce que justement, je pense qu'il y a la possibilité de réveiller un peu ce qu'il y a de vivant et de sain encore dans cette institution. Vous savez, dans les conseils de classe, par exemple, dans les établissements, tout le monde dit la même chose. C'est-à-dire, tout le monde dit, mais cet élève, par exemple, il n'aurait pas dû être là, il n'a pas acquis les bases, il a trop de lacunes, etc. etc. Ou alors, on dit, ces élèves-là sont trop bruyants, ils n'écoutent pas les cours, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Enfin bref, la réalité, elle se dit à ce moment-là. Et ce qui est frappant, c'est que dès que vous regardez, vous écoutez les discours officiels, que ce soit ceux des gouvernements, des responsables ou des représentants de la profession, eh bien, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose, c'est-à-dire il y a une espèce de clivage entre la réalité du métier telle qu'elle est encore, puisque tant qu'il y aura des professeurs, il y aura une école, et par conséquent, il y aura de l'espoir de reconstruire l'école ou de la sauver. Et donc, entre cette réalité et puis ceux qui en parlent, il y a un clivage complet, quoi. Donc moi, je pense qu'il est urgent maintenant qu'on entende dans la place publique, dans les médias et au niveau ce que j'appelle politique, c'est-à-dire par exemple, il va y avoir des élections professionnelles bientôt, il est urgent qu'on entende un discours qui soit fidèle à la réalité, qui dise la réalité, y compris dans ce qu'elle a de positif, parce que c'est vrai que je vous ai dit au début, moi je ne veux pas passer pour quelqu'un qui se plaint tout le temps, etc. Et même je ne supporte pas de voir dans certains médias mes collègues représentants syndicaux, dès qu'on leur tend un micro, se plaindre sans cesse de ne pas assez payer, d'être pas souci, etc. Non, il faut d'abord qu'on soit conscient de la valeur qu'on a avant de demander à être rétribué conformément à cette valeur. Et pour cela, il faut l'incarner. Il faut l'incarner, cette valeur. Il faut la justifier. Bon. J'essaye de faire ça au travers d'un syndicat qui porte effectivement une voix différente dans le concert de langue de bois et de lamentation et de déni et de vent et de pipeau qui caractérisent comment dirais-je, le discours général sur l'école, mais depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Voilà, une organisation qui dit les choses comme je l'ai dit déjà au Conseil supérieur de l'éducation. Je voudrais quand même vous raconter une anecdote amusante. La première fois que je suis allé au Conseil supérieur de l'éducation, je raconte ça dans mon livre, justement, c'est un des chapitres qui s'intitule Condorcet, puisqu'il y a le buste de Condorcet dans la salle qui s'appelle la salle Condorcet, où se réunit le Conseil supérieur de l'éducation, et sous les yeux de Condorcet, on assassine l'instruction publique. Je m'étais fait une très haute idée de Conseil supérieur de l'éducation avant d'y mettre les pieds, et j'avais préparé un discours dont certains m'ont dit qu'il avait été affiché dans pas mal de salles de profs, tellement les collègues s'y étaient entièrement reconnus. Bon, quand j'ai prononcé ce discours, d'abord, avant de le prononcer, puisque j'étais l'un des derniers à parler, j'ai entendu les déclarations des autres et j'étais consterné, absolument consterné. Elles étaient à peine, même parfois même pas formulées bien en bon français. Et puis, c'était des déclarations dont on n'attendait rien, puisque dès la première phrase, on savait déjà quel allait être le contenu total de la déclaration, à peu près un disque rayé.
Et puis quand est venu mon tour de parler, je ne savais pas comment manipuler le micro, ce qui fait que j'ai parlé avec une forte voix. Et puis un de mes voisins a branché le micro, ce qui fait que ça a fait encore un plus gros effet. Tout le monde s'est retourné. Et j'ai eu le sentiment que c'est la première fois que dans ce lieu, c'est quand même le ministère de l'Éducation nationale, c'est la salle Condorcet du ministère de l'Éducation nationale, et c'est une institution qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation. Eh bien, j'ai eu l'impression que c'est la première fois qu'ils entendaient un professeur parler de l'école. Bon, et bien ça, c'est vachement utile. Et il est absolument indispensable que les professeurs se mettent à parler de l'école. Vous savez, au début de mon livre, je dis que j'ai écrit ce livre, mais que 800 000 parmi mes collègues seraient capables de l'écrire aussi. Peut-être que j'exagère, pas comme ça, pas comme je l'ai fait, mais je les y invite. Je les y invite parce que imaginez qu'il y ait 10 ou 15 livres de ce genre. Ça changerait déjà beaucoup de choses. Là, pour l'instant, on est en fait dans les catacombes. Hein, on est dans les catacombes, on laisse un discours complètement faux occuper le devant de la scène. De temps en temps, on sort un chiche qu'on déforme, un Brigelli ou des gens comme ça, mais ça ne fait qu'amuser la galerie. Si en revanche, il y a de plus en plus de collègues voilà, qui franchissent le pas, qui se mettent à parler, à dire ce qu'ils font de bien aussi, et puis ce qu'ils ratent, ce qu'ils subissent aussi, parce qu'il faut... bon, vous avez tous entendu parler du pas de vague, etc. Mais ce que les professeurs subissent est absolument, parfois, est absolument ahurissant. Et bien là, moi, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Là, nous avons 4 ans devant nous où on sait que rien ne va changer, parce que nous avons un spécialiste de la langue de bois qui est devenu ministre. Et je préférais, moi, personnellement, 100 fois un ministre comme Jean-Michel Blanquer, avec lequel je n'étais pas d'accord, mais qui avait quand même du répondant et une consistance, à quelqu'un qui est simplement là pour occuper le terrain et empêcher justement que se dise la vérité. Je crois que ça, c'est voilà, ça, c'est une action absolument indispensable. Je constate que dès que je parle à mes collègues, on est d'accord, quoi. Bon, pas tous, hein, pas tous, mais si vous voulez, il y a la minorité avec laquelle je ne peux pas être d'accord, c'est-à-dire la minorité qui cautionne l'état présent de l'école, que ce soit par conviction ou que ce soit par paresse et lâcheté, mais souvent l'un est le manteau de l'autre, eh bien, cette minorité-là, pour des raisons alors, sur lesquelles je vais me permettre de revenir un instant, que je vais me permettre de développer un peu, cette minorité-là est la majorité au niveau des instances, au niveau des médias, et notamment des médias entre guillemets, qui comptent, parce que, comme vous savez, moi je peux passer sur Sud Radio, j'y suis invité très souvent, je peux passer sur CNews, etc. Mais en 30 ans, je n'ai jamais réussi à publier une tribune dans Le Monde en 30 ans. J'ai publié pourtant assez facilement dans le Figaro, hein, au moment de la disparition de la classe de philosophie, une lettre ouverte à Jean-Michel Blanquer sur le sujet. Mais je l'avais envoyé au Monde d'abord, ils ont refusé. Donc, il y a quand même un problème là, c'est-à-dire que vous avez, et un problème relativement simple à résoudre, vous avez une minorité malfaisante, ou oui, malfaisante ou paresseuse, qui occulte, parce qu'elle occupe toutes les places, qui occulte le vécu de la majorité
silencieuse, plus ou moins silencieuse, qui de temps en temps sort de son silence, mais de façon, à mon avis, pas assez organisée, pas assez suivie, pas assez conséquente, pas assez persistante dans le temps. Donc, l'avantage d'une organisation, c'est qu'elle donne à ces expressions-là, elle leur donne non pas seulement de la visibilité, mais elle leur donne une structure, elle leur donne une légitimité, elle leur donne une durée aussi. Hein. Moi, par exemple, je suis ravi et très content que maintenant, on appelle d'autres membres du syndicat Action et Démocratie avec l'idée que on va être entendu et que si on a quelque chose à dire, eh bien, ça sera pris en compte. Alors que souvent, ça nous revient aussi, les autres organisations syndicales n'écoutent même pas ou ne prêtent même pas attention à ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a un espoir, et un espoir très, comment dirais-je, très concret et très immédiat, à très court terme, puisque comme vous le savez, enfin, en tout cas, les collègues, les professeurs ici présents le savent, nous entrons dans une période électorale dans la fonction publique, et les instances du dialogue social, comme on dit selon cette fameuse langue de bois, vont être complètement renouvelées. Et c'est une occasion absolument unique pour, à mon avis, pour enclencher le processus contraire à celui qui nous a menés là. Parce que, évidemment, on ne va pas sortir de l'état déplorable, lamentable dans lequel est l'institution, on ne va pas sortir d'un seul coup. Et comme selon moi, ce n'est pas une volonté qui nous a conduits là, mais c'est plus une somme de paresse et de lâcheté, et puis des mécanismes sur lesquels on n'a plus prise, si on veut inverser le cours des choses, il faut bien se dire effectivement qu'il faut commencer par des petits pas, et puis ne pas attendre tout de suite les résultats, en tout cas les résultats à l'échelle de la nation, même si on peut quand même obtenir immédiatement des résultats dès qu'on se met à faire son travail et dès qu'on a les bonnes conditions pour faire son travail. Moi, si vous voulez, mon ambition, elle se limite là, c'est-à-dire que ce que je veux, en réalité, c'est qu'on ait, que ce soit par une révision complète du Code de l'éducation, par une révision complète de l'organisation du ministère interne, avec le pouvoir excessif qui est donné à la DGESCO, etc., etc. Mais enfin, ce que je veux finalement, c'est quoi? C'est que des professeurs qui font leur métier puissent le faire tranquillement et dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'est... Et bien, ça se fait, de temps en temps, ça se fait. Donc, il ne faut pas désespérer. Mais nous avons maintenant une occasion de faire entendre très sérieusement cette voix-là, qui est la voix du terrain, qui est la voix de ceux du terrain, hein, comme on disait, ceux de 14, de la faire, de la rendre visible d'une façon très simple, par un bulletin de vote. Effectivement, moi j'espère que les élections professionnelles dans la fonction publique ne vont pas se dérouler de la même façon que les élections politiques, parce que si c'est le triomphe de l'abstention, vous voyez bien qu'ensuite ça fausse complètement la représentation démocratique. Et nous avons absolument besoin, dans l'éducation nationale, d'avoir une telle voix, parce que finalement les organisations syndicales sont considérées comme les représentants de la profession. Vous me disiez, mais les alertes qui sont lancées, etc., ça ne donne rien. Ça ne donne rien d'abord parce qu'elles sont étouffées. Elles sont étouffées par ceux qui sont présentés comme les porte-parole officiels de la profession et qui participent en quelque sorte avec le système, y compris le système médiatique, qui participent à l'étouffement de la voix des lanceurs d'alerte ou de la voix du terrain, hein, peu importe. Et donc là, il faut rompre avec ça, il faut rompre ce cercle vicieux. Moi, j'ai commencé à le faire. Alors évidemment, c'est
c'est pas très confortable comme position. Hein. Vous imaginez bien que quand je suis au Conseil supérieur de l'éducation, j'ai pratiquement toute la salle contre moi et que c'est pas toujours facile à vivre. Mais je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Et ces élections nous en donnent la possibilité. Alors bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, des détails techniques de ces élections, mais je voudrais dire quand même pourquoi elles nous en donnent la possibilité. C'est qu'il y a eu en 2019 une loi qui a changé la composition et le périmètre des instances et qui a notamment réduit complètement les compétences de ce qu'on appelle les commissions paritaires. Et les commissions paritaires s'occupaient ou avaient dans leurs compétences jusqu'à présent la question des mutations des professeurs, celle de leur avancement, celle de leur promotion, et ainsi de suite. Et à l'occasion, tous les 4 ans, des élections professionnelles, les collègues confiaient leur voix sans même réfléchir et sans même, par simple habitude, à ceux qu'on appelle les syndicats majoritaires, parce que ils étaient persuadés qu'ils en avaient besoin pour être défendus dans le cadre de leur mutation, de leur avancement, de leur promotion. Ce qui fait que le système se reproduisait et que moi je connais énormément de collègues qui étaient dans ces syndicats, adhérents de ces syndicats, mais qui étaient en même temps en désaccord complet avec les positions, les discours de ces organisations-là. Et ça ne les dérangeait pas parce qu'ils étaient persuadés qu'il fallait être dans ce syndicat pour sa carrière. Et ces mêmes syndicats le faisaient croire et le disaient. Mais la transformation récente de ces instances les a privés de ce... Finalement, les a privés de cet argument-là. Et maintenant, les syndicats de l'éducation nationale ne peuvent plus se prévaloir de privilèges en ce domaine, puisque c'est l'administration et elle seule. Alors, je ne dis pas que c'est bien, hein, parce qu'elle le fait sans transparence et dans l'opacité, mais c'est l'administration et elle seule qui, désormais, s'occupe de la question des mutations, la question des mutations et des affectations, notamment des premières affectations. Vous savez que c'est un sujet très important parce que je ne peux pas aborder là tous les sujets, mais on a beaucoup parlé de la crise de recrutement et de la pénurie d'enseignants. Et évidemment, on évoque le salaire, mais il n'y a pas que le salaire parmi les facteurs qui expliquent cette pénurie. Il y a aussi des causes beaucoup plus limitées et sur lesquelles il serait d'ailleurs beaucoup plus facile d'agir, en particulier la question des affectations. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas passer les concours et qui préfèrent se faire embaucher en tant que contractuel précisément pour rester dans leur région, etc. et pour éviter d'être affectés à 800 km de chez eux. Donc, quand je parle des affectations, des mutations, etc., ce n'est pas un petit sujet, parce que pour les personnels de l'éducation nationale, ça a beaucoup de conséquences. Eh bien, voilà, figurez-vous que maintenant, ces syndicats qui, jusqu'à présent, pouvaient oser se présenter devant leurs collègues en disant « mais il faut voter pour nous parce que nous sommes majoritaires dans les instances où on gère votre carrière », bah maintenant, ils ne peuvent plus le dire. Ou alors, s'ils continuent à le dire, c'est vraiment des menteurs. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un espoir. Parce que le problème, c'est que ces syndicats raflaient tous les sièges, et pas seulement les sièges, les moyens aussi. Dans la petite brochure consacrée aux élections professionnelles, dont vous avez montré quelques extraits là, pendant que je parlais, nous disons des choses que, évidemment, des organisations syndicales ne sont pas accoutumées à dire, c'est-à-dire nous expliquons de quelle façon les moyens de fonctionnement des syndicats sont répartis à l'issue de ces élections, notamment les fameuses décharges syndicales, qui sont évidemment indispensables à un syndicat. Mais il faut quand même que
la profession, et en particulier une profession intellectuelle, les professeurs, c'est quand même une profession intellectuelle, il faut quand même que la profession soit un minimum informée des enjeux d'une élection, déjà pour avoir envie d'y participer. Donc il y a tout un travail d'information à faire. Et effectivement, moi ma seule appréhension, si vous voulez, c'est que euh, la profession se désintéresse complètement de ce sujet-là. Parce que si elle le fait, elle continuera à confier, enfin disons qu'elle perdra la capacité de se faire représenter dignement. Et elle continuera ensuite à se plaindre de ceux qui la représentent parce qu'en fait, voilà, elle n'aura pas changé cette représentation. Donc, je n'attends pas tout des élections, évidemment, mais je pense que ça va enclencher quelque chose. Le jour où un syndicat comme Action et Démocratie fait son entrée au comité social d'administration, c'est comme ça qu'on l'appelle, jadis on l'appelait le comité technique ministériel, et bien ce jour-là, tout changera. Tout changera. Parce que, effectivement, nous, Action et Démocratie, nous sommes un syndicat très jeune et nous ne bénéficions pas de la qualité de syndicat représentatif selon la loi, et par conséquent, nous ne sommes pas invités au Grenelle quand il y a eu le fameux Grenelle, nous n'avons pas accès aux documents de travail auxquels les autres syndicats ont accès, etc. Et il y a voilà, un certain nombre de choses dont on est privé. Mais on vient de gagner au Conseil constitutionnel et on vient de faire mordre la poussière au ministère et aux autres syndicats, aux syndicats dits majoritaires, en faisant déclarer comme contraire à la Constitution un article aberrant qui confiait aux syndicats dits représentatifs une sorte de privilège en matière de défense des collègues, enfin quelque chose d'absolument ahurissant. Donc là, nous prouvons que nous sommes déterminés, qu'en étant déterminés et en plus intelligents, nous pouvons gagner et que effectivement, notre discours et notre enthousiasme et notre sincérité se font de plus en plus connaître au sein du monde enseignant. Voilà, sans vous dévoiler des secrets, je peux vous dire que nous, on est un syndicat dont les effectifs ne cessent, alors évidemment on part de bas, hein, mais dont les effectifs ne cessent de progresser, même avec une progression à 2 chiffres. Alors que je sais, de sources très sûres, que les syndicats majoritaires voient leur effectif décroître, mais ils le méritent. Ils le méritent parce que ces gens-là, moi je les tiens pour... Alors, j'en parle un peu dans le livre, mais c'est dans le dernier chapitre. J'ai aperçu depuis tout à l'heure, en vous écoutant, j'ai eu le temps de lire, je vois qu'il y a des interventions qui s'affichent sur mon écran, alors que quand je parle, j'arrive pas à les lire. Et depuis tout à l'heure, je me rends compte que je fais des réponses trop longues, je parle trop longtemps. Donc, j'aimerais bien qu'on change un peu là pour la fin et qu'on fasse des questions et des réponses courtes. Voilà. Bon, même si j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que je viens d'entendre. Moi, j'appelle de mes voeux depuis 30 ans, 35 ans, la création d'une association de parents d'élèves qui serait attachée à ce que j'appelle le bon sens éducatif, dont on manque cruellement. En tout cas, la FCPE, bon, la PEP, c'est un peu différent, mais eux, de toute façon, ils ne vont pas jusqu'au bout, comme j'ai pu le constater au Conseil supérieur de l'éducation, où j'étais très proche d'un représentant de la PEP qui m'a ensuite dit qu'il était minoritaire et qu'une fois qu'il est parti, effectivement, c'est un autre discours qui a été tenu. Or, c'est majeur, parce que je vous ai donné cet exemple des instances. Évidemment, il y a les instances du dialogue social, mais il n'y a pas que celles-là, puisque justement, par exemple, le Conseil supérieur de l'éducation permet à d'autres organisations que les syndicats, que les organisations syndicales, de s'exprimer et de s'exprimer sur le fonctionnement et les objectifs de l'école. Or, savez-vous que la voix de lycéens dont on ne sait pas du tout
comment ils sont arrivés là, dans quelles conditions ils ont été élus. Vous avez entendu parler il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, de ce pseudo-syndicat financé par le ministère lui-même, hein, qui a mis Blanquer en difficulté. Hein. Je crois que ça s'appelait Avenir lycéen, quelque chose comme ça, avec des notes de frais extravagantes. Mais moi, je les vois, ces jeunes gens. Bon, je n'ai rien contre eux en tant qu'élèves, évidemment, mais je vois très bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui n'ont rien à faire au Conseil supérieur de l'éducation. Il y a des gens qui ont à y faire et qui n'y sont pas. Je pense notamment aux représentants des associations de professeurs spécialistes, comme on les appelle, c'est-à-dire à ceux qui sont attachés à la défense d'un champ disciplinaire et de tout ce qu'il implique, parce que c'est ça qui a le plus souffert au fil des différentes réformes. Non pas seulement parce qu'on privait telle et telle discipline de son horaire et de l'horaire minimum qui permet d'apprendre quelque chose, parce que ça, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais bon, il suffit de lire, je l'explique dans le livre, mais à raison d'1 heure par-ci, de 2 heures par-là, vous n'apprenez rien. Hein. Il y a un minimum de bon sens, effectivement, à restaurer dans l'organisation des apprentissages et leur étalement dans le temps, etc. Si on veut bien considérer que, par exemple, l'enseignement moral et civique, en tant que tel, est un gadget qui a été produit au lendemain d'attentats et présenté comme une réponse politique, même si le projet était plus ancien, bien sûr, a été présenté comme une réponse politique à des attentats, mais dans les faits, qu'est-ce que c'est que cette demi-heure qui traîne et qui ne sert à rien, mais qui ampute les disciplines existantes de leur horaire, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je pense effectivement que ce qui manque aussi, alors du côté de la profession, une organisation qui porte de façon exigeante et rigoureuse la voix de la profession, tout corps confondu, c'est ce qu'on fait au sein du syndicat Action et Démocratie. Et il y a encore une vingtaine d'années, même un peu plus, ça se faisait un peu plus. Par exemple, je me souviens, je m'entendais très bien d'ailleurs avec elle, la présidente de la Société des agrégés à l'époque, au moment, par exemple, du conflit avec Claude Allègre, la Société des agrégés était une association qui regroupait 11 000 professeurs agrégés, c'est-à-dire une très grande partie du corps des professeurs agrégés, et qui avait une voix puissante et qui était entendue. Elle était entendue. Elle n'obtenait pas forcément toujours gain de cause. Là, nous avons des représentants qui ne sont pas entendus parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Regardez le représentant du SNES, moi j'aime beaucoup par ailleurs la collègue en elle-même, Sophie Vélitité, mais quand elle parle, c'est pour ne rien dire et ça ne porte pas. On n'est pas crédible quand on se contente de répéter tout le temps ah, il nous faut des moyens supplémentaires et des moyens supplémentaires, etc. Comme si tous les problèmes de l'école pouvaient se résoudre en augmentant en permanence le budget. Moi, j'ai même dit une fois que augmenter le budget de l'éducation nationale sans toucher sans regarder ce qui se fait, ben, c'était tout simplement financer davantage la désinstruction en réalité. Donc bon, c'est pas très sérieux, et c'est d'autant moins sérieux qu'en réalité ces vœux sont des vœux pieux parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas non plus augmenter indéfiniment le budget et qu'il y a même, je pense même à moyen constant en réalité, d'immenses changements qui sont possibles. J'ai eu l'occasion d'en esquisser quelques-uns, donc je vais pas le faire ici parce que ce serait carrément se lancer dans un programme, quoi. J'ai pas du tout prévu. Enfin, je pense que ça déborderait le cadre de cet entretien, de se lancer là-dedans. Mais je tiens quand même à dire que il y a beaucoup d'argent qui est mal dépensé dans l'éducation nationale, très mal dépensé. Et il ne s'agit pas de faire des économies sur le dos
de l'éducation nationale, mais que, encore une fois, à moyen constant, je pense qu'on pourrait vraiment faire 100 fois mieux. 100 fois mieux. Simplement, il faut, alors là, pour le coup, il faut une volonté. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous m'avez dit, mais est-ce qu'il y a une volonté derrière l'effondrement du système? Moi, je ne crois pas qu'il y ait une volonté. Je vous ai plutôt dit paresse et lâcheté, mais qu'est-ce que c'est que la paresse? C'est l'absence de volonté. En revanche, là où il faut une volonté, au plein sens du mot, c'est-à-dire du courage, de l'audace, de la résolution et de la persévérance, eh bien, c'est pour reconstruire l'école. Là, oui, il faut une volonté. Et une volonté politique, je suis d'accord. Mais cette volonté politique, je ne l'attends pas des organisations politiques. En fait, je ne sais même pas si je l'attends de quelqu'un. Peut-être qu'effectivement, il se pourrait qu'un jour, on ait un ministre digne de ce nom. Et là, effectivement, s'il est digne de ce nom, eh bien, en lisant les copies des élèves, en lisant les lettres des enseignants qui se sont pendus, qui se sont suicidés et qui ont laissé des écrits, et en ayant ces deux choses sur son bureau en permanence, il saura exactement ce qu'il faut faire. Bon, à ce jour-là, moi, je me tairais, je n'aurais plus rien à faire, je me contenterais de regagner ma classe, et voilà. Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas venir un tel ministre. Et je ne vois pas venir un tel ministre, puis les conditions dans lesquelles les ministres sont nommés. Mais je réfléchissais cet après-midi, je me disais, mais de quoi on va parler ce soir? Et je réfléchissais aux différents ministres qui se sont succédés depuis celui qui, pour moi, même s'il a déçu, pour ne pas dire trahi, puisque Jacques Miglioni lui a remis sa démission, ressemblait quand même à un ministre de l'Éducation, à savoir Chevènement. C'est le dernier qui, pour moi, incarne quelque chose comme une volonté politique sur l'école. En tout cas, il était attaché à l'instruction. Et il avait confié justement à Jacques Miglioni le soin de rédiger les programmes de l'enseignement primaire. Et puis quand Jacques Miglioni lui a apporté son projet, le ministre a été effrayé, il lui a dit « Oh non, jamais je ferai ça », et Miglioni lui a remis sa démission. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a trahi. Mais depuis, qui on a placé à l'éducation nationale? Qui on a placé? Des copains, des gens qui sont de passage, des gens qui n'y connaissent rien, et qui se reproduisent entre eux en plus, puisqu'ils nomment dans les hautes fonctions leurs propres amis. Donc on a un tas d'inspecteurs généraux à l'éducation nationale qui sont nommés, c'est le népotisme complet, quoi. Et ça fait partie des facteurs essentiels qui expliquent pourquoi le système continue à aller vers le pire. Parce que ces gens-là ont malgré tout le pouvoir. Ils ont malgré tout le pouvoir. J'aimerais faire passer un dernier message. Je suis désolé parce qu'on passe de sujets de fond à presque de la cuisine politico-syndicale, mais j'aimerais quand même, s'il y a parmi vos auditeurs en ce moment des enseignants, j'aimerais quand même leur demander, non pas de nous rejoindre forcément, d'adhérer à Action et Démocratie, mais au moins de se manifester et de manifester leur intention que nous fassions entendre lors de ces élections. Et pour se faire entendre lors de ces élections, il faut qu'on présente des listes de candidats partout. Et pour un syndicat qui n'a que 10 ans d'existence, c'est pas facile parce qu'il y a énormément d'instances, il y a énormément de commissions paritaires. Donc c'est pas facile d'avoir des candidats à présenter dans toutes les académies et dans tous les départements. Là, concrètement, voilà, si il y a parmi vous des collègues ou des personnes qui ne sont pas enseignantes, mais qui connaissent des enseignants et qui entendent ce message, parce que c'est très urgent, hein, le bouclage des listes. Excusez-moi de parler très concrètement, mais si on veut faire entendre une autre voix et qu'elle porte, il faut d'abord
qu'on soit élu. Et pour être élu, il faut qu'effectivement, on puisse l'être dans le plus d'instances possibles. Donc, j'ai un très gros espoir qu'Action et Démocratie soit élu au comité ministériel, mais dans toutes les académies, il y a de tels comités, et par conséquent, dans toutes les académies, il y a des enjeux. Et il y a des enjeux à être un syndicat représentatif au niveau académique. Ça peut changer beaucoup de choses. Et je vous assure que même pour les professeurs que je connais et qui sont résignés et qui n'ont plus d'espoir, y compris dans le syndicalisme, ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose qu'on vienne bousculer un peu tout ça.